Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Emmanuel Macron présente ses 8e vœux aux Français ce soir. Est-ce que vous espérez que ce seront ses derniers vœux comme président ? Oui, mais déjà, voir le bilan, 7 ans, un septennat. Je crois que la reine d'Angleterre, quand elle avait des problèmes, elle avait parlé d'une annus horribilis. Je ne sais plus en quelle année. Là, on est sur un septennaeus. Je ne sais pas si le mot existe. Après la mort de Lady Di. Voilà, pardon. C'était grave, mais 98. assez horribilis. Je veux dire, la situation dans laquelle la France aujourd'hui se trouve, et en particulier, on va tirer le bilan là dans les 20 minutes qu'on a ensemble, peut-être si on peut, de cette année 2024. La situation politique est extrêmement agravée. On est dans une crise profonde. Pour bien vous comprendre, vous dites oui, vous espérez que ce seront ses derniers vœux. Ça veut dire que vous demandez qu'il démissionne. Vous espérez qu'il démissionne ? Je pense qu'il pourrait partir. Moi, on va en parler. Je vais pas, attendre, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Je veux dire, c'est un des problèmes de la Ve République. Il est irresponsable dans le sens où il n'a pas de responsabilité à rendre. Je peux dire, il faudrait que vous partiez. S'il décide de rester, il restera. Et il m'est arrivé aussi dernièrement, d'autres forces politiques l'avaient proposé, de demander qu'on puisse discuter même de sa destitution. Mais, allez, je vais vous répondre directement. S'il venait à partir, je pensais qu'on parlait plutôt de ça à la fin. Nous, mon camp politique, la gauche, doit préparer ce départ. On va en parler aussi. Parce que c'est important. Ce que je veux dire, c'est que, je rentre dans la discussion, si M. Macron venait à ne pas aller jusqu'au bout de son mandat, ce qui n'est pas impossible, même si je le demande ou pas, il est possible que la crise est telle, le blocage est tel qu'au bout d'un moment, le départ du président de la République soit un élément de blocage qui ne sera même pas demandé par un homme comme moi, mais peut-être par toute une série d'acteurs politiques, voire même des milieux économiques, de la presse. J'ai même vu qu'un grand quotidien comme Le Monde, et je connais mon petit monde politique, commence à révéler toute une série de choses qui montrent bien que de l'entourage même de M. Macron, il y a un élément de saturation. Donc ce que je dis, on va en parler, c'est que s'il venait à partir, par contre ce qui est important, c'est que mon camp prépare cet échange sérieusement, c'est-à-dire par une candidature unique du nouveau Front Populaire, et non pas par des démarches individuelles comme je l'entends actuellement, et je vais citer directement, notamment mes anciens amis insoumis, même s'ils sont toujours amis politiquement, mais ils m'ont exclu, Jean-Luc Mélenchon qui dit, si M. Macron s'en va, et il le souhaite, je suis candidat, et puis les autres, ils ont le droit de se rallier à moi. Non, faut pas le préparer comme ça, parce que s'il y a une prochaine élection présidentielle, nous pouvons la gagner, à condition au premier tour de regrouper et au deuxième tour d'élargir. On va revenir sur la gauche, mais les vœux d'abord. Une discussion stratégique sérieuse entre nous. On va y venir sur l'avenir de la gauche, Alexis Corbière, si vous le voulez bien. Et c'est un mec qui de suite m'a amené sur le sujet. Moi, Désolé de vous décevoir, Alexis Corbière, mais il semble peu probable quand même que le chef d'État annonce sa démission, en tout cas ce soir lors de son allocution à 20h. Vous me brisez le cœur. Quand même, vous en attendez quoi de ces vœux ? Qu'est-ce qu'il doit dire aux Français, Emmanuel Macron ? Déjà, je pense que cet homme a un rapport éthique à la démocratie qui est très faible. Parce qu'il y a eu des élections, c'était son choix, c'est même un mauvais choix, de dissoudre l'Assemblée nationale au mois de juin. Et la règle, lorsqu'on a comme certain attachement à une éthique de gouvernement, une éthique démocratique, c'est de respecter ce qui sort des urnes. Et j'estime que le choix de Michel Barnier, puis le choix de François Bayrou est la démonstration qu'il souhaite garder le pouvoir, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est pas bien. Donc ce que vous dites, c'est qu'il aurait fallu un Premier ministre de gauche. Il me semble qu'au moins, il aurait serait dû être son premier choix de considérer que c'est au sein de la coalition arrivée en tête, qui est le nouveau Front Populaire, comme Premier ministre, première ministre, nous avions proposé à Mme Lucie Castet. Ce n'est pas le cas. Eh bien, cela démontre que le macronisme, ce qui est la marque du macronisme, c'est en quelque sorte, déjà, c'est un courant politique qui est apparu dans un moment de crise en 2017, d'effondrement de la vieille scène politique, mais qui pense qu'il peut, en quelque sorte, tordre le bras aux électeurs et leur imposer, quoi qu'il arrive, quel que soit ce qu'ils votent. Corbière, pour bien vous comprendre, vous n'attendez rien de ce que va dire Emmanuel Macron ce soir. J'ai lu d'ailleurs dans la presse que cette fois-ci, il va être, paraît-il, surplombant, alors que la dernière fois... Prendre de la hauteur, nous dit-on à l'Élysée. Présider, ne plus gouverner, voilà, c'est ce que dit son entourage. C'est-à-dire qu'il veut nous faire croire que le choix de François Bayrou n'est pas son choix. C'est une prérogative présidentielle, c'est écrit dans la Constitution. Oui, mais on sait très bien que c'est son choix et son unique choix qui amène à ce que ce soit M. François Bayrou qui soit Premier ministre. Ça n'est pas le choix des électeurs. François Bayrou est un homme respectable, mais est un courant politique, le ONEM, extrêmement minoritaire dans le pays, minoritaire à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune logique électorale, aucune logique démocratique à nommer François Bayrou. C'est la seule responsabilité de M. Emmanuel Macron. Pourquoi ? Car il pense que M. Bayrou, tout comme M. Barnier, va continuer fondamentalement la même politique que souhaite M. Macron. C'est-à-dire les mêmes choix économiques, une politique d'austérité, le maintien de la réforme des retraites à 64 ans, qui est une
mauvaise chose et que je souhaite voir abrogé au plus vite car les Français le réclament. Et donc c'est ça qui est un élément de la crise, c'est-à-dire que chacune de ces nominations n'est pas un apaisement. Normalement, au nouveau gouvernement, on appelle ça l'état de grâce, ça calme un peu la situation. Mais comme M. Macron fait chaque fois des choix éthiques, démocratiques, contraires au sort des urnes, il accélère la crise. C'est pourquoi votre première question, elle est pertinente. Il est possible, quel que soit ce que disent les uns et les autres, que cet entêtement l'amène au bout d'un moment à ce que la situation soit bloquée. Parce qu'il peut même dissoudre peut-être au mois de septembre prochain et prendre une raclée électorale amplifiée. Et au bout d'un moment, tout le monde va dire... Écoutez, ce qui doit rembrasser, c'est Alexis Corbière, pardon, est-ce que c'est pas une bonne chose de votre point de vue qu'il décide de prendre du recul, de la hauteur, qu'il préside, plutôt que de gérer les affaires courantes et de se mêler un peu de tout, comme il faisait depuis 2017? Vous qui êtes critique de la 5e en plus. Non, mais pas parce que tout ça n'est pas vrai. Je veux dire, il est en cuisine. Sinon, M. Bayrou s'en va immédiatement. M. Bayrou et la démonstration... Il va continuer à mettre la main à la pâte, c'est ce que vous dites. Mais évidemment, c'est M. Bayrou qui est là. M. Bayrou, pardon, je vais dire un mot, ça n'existe pas à proprement parler. C'est le choix obstiné, irraisonnable de Emmanuel Macron. Alors il peut, pourquoi annonce-t-il ça? C'est qu'il comprend bien que la foudre, la colère politique du pays remonte sur lui. Donc il va nous dire maintenant, c'est pas moi, c'est M. Bayrou. On nous a même inventé l'histoire. Fut-elle vraie en partie que M. Bayrou aurait été se serait imposé à Emmanuel Macron. Vous n'y croyez pas? Mais parce que, qu'est-ce que c'est qui est vendu derrière ça? Pardon l'expression triviale, mais une forme de cohabitation. En gros, c'est pas vraiment le choix du président. Il a un peu écouté les urnes, alors que c'est pas une cohabitation. Michel Barnier, c'était pas le choix du président. C'est une colocation. Mais c'est pareil, le choix. Mais écoutez, Emmanuel Macron et lui ont même eu un petit peu maille à partir sur un certain nombre de sujets, l'international, sur lequel Michel Barnier voulait aller. Emmanuel Macron disait non, c'est mon domaine réservé. Bon. Mais je ne dis pas qu'ils sont les hommes les plus proches. Mais je veux dire, ce dont nous parlons politique. Politiquement, M. Barnier, politiquement, François Bayrou sont des hommes qui continuent la politique d'Emmanuel Macron, qui est une politique qui vise à baisser les recettes depuis des années, à faire moins payer d'impôts pour les plus riches, à considérer qu'il va y avoir une politique de relance en raison du ruissellement, c'est-à-dire une accumulation de richesses qui va se réinvestir dans l'économie, ce qui n'a pas eu lieu, d'affaiblissement des services publics, d'imposer, je dis bien d'imposer. Là aussi, je voudrais pas qu'on le banalise dans notre échange politique. Imposer par 49.3 une réforme des retraites qui fait travailler 30 millions de Français 2 ans de plus, est quelque chose qui est antidémocratique. Alexis Donc, on va ce soir, ce que j'aimerais, je vais être positif, ceci dit, j'aimerais qu'il nous annonce qu'il va effectivement revenir sur la réforme des retraites, j'aimerais qu'il nous annonce qu'il va défendre enfin l'école publique et créer des embauches, j'aimerais qu'il nous annonce qu'il va défendre l'hôpital public. Et je profite de ce micro là, je m'emballe un peu. Ce soir, moi je pense à tous ceux qui vont travailler ce soir aussi le 31 décembre, et notamment dans les hôpitaux. Hein, je veux dire, on est un beau pays, on est un grand pays, on va parler de Mayotte, dans lequel il y a du service public, il y a des gens qui s'investissent, il y a des gens qui sont de la solidarité, qui sont des agents publics, et pas seulement. Je pense à eux, qui en vérité ne sont pas aidés depuis 7 ans par la politique d'Emmanuel Macron. Alors justement, en parlant de Mayotte, si vous le voulez bien, Alexis Corbière, le Premier ministre François Bayrou s'est rendu dans l'archipel hier et il a dévoilé son plan Mayotte debout avec toute une série d'annonces pour tenter d'améliorer évidemment la situation sur place. Est-ce qu'il vous a convaincu, le Premier ministre? Ce sont des annonces qui sont assez concrètes. Oui, alors, sujet délicat. Premièrement, j'ai une pensée là encore parce que la situation est terrible. Hein. Je veux dire, franchement, je dis la presse et vos collègues qui sont sur place, les journalistes qui font un travail. Bon, le gouvernement ne dit pas le contraire. Non, mais j'entends bien. Mais déjà, commençons par être modeste. Moi, je suis à Paris comme vous, donc sur le terrain, c'est dur. Il y a des choses qui ont été faites, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui est fait. Mais indiscutablement, ce qui remonte, c'est que déjà, il y a un certain retard quand même. Hein. Dans d'autres régions de France, on n'imagine pas qu'il faudrait 15 jours, 3 semaines pour que des choses assez évidentes, comme la venue d'un Premier ministre qui annonce un plan, soient débloquées. Ensuite, il y a des annonces. Écoutez, j'écoutais même sur votre radio, là, avant que je rentre en studio, les élus sur place qui ont quand même des doutes sur l'efficacité réelle quand il dit à compter du 13 janvier la rentrée scolaire. Dans beaucoup de situations, ça risque d'être une rotation, etc. Mais surtout, il y a un état, c'est une longue histoire, l'histoire de Mayotte et de l'archipel des Comores. C'est-à-dire d'une situation où les gens qui habitent sur place, c'est un département français, n'ont pas accès à l'eau avant même la catastrophe. D'accord ? Après, il y a d'autres effets d'annonce. Je vais vous dire une chose, tiens, je pose la question parce que j'ai lu et je n'ai pas bien compris. Monsieur François Bayrou annonce un PGE, prêt garanti par l'État, en disant que sur 30 ans, si on... Pour les particuliers qui veulent faire reconstruire leur maison éventuellement. D'accord. Après, avec un taux 0 sur 5 ans. D'accord. Et il dit que si on emprunte 1 000 euros, les 5 premières années, on ne remboursera pas, puis après, on remboursera 6 euros par mois. J'ai fait le calcul, 25 ans, je ne veux pas être trop technique, x 12, ça fait 300 mensualités, c'est-à-dire que si l'État prête 1 000 euros, il faudra rembourser 1 800 euros. Moi, je trouve que, franchement, pour quelque chose qui est une mesure d'urgence,
c'est pas très généreux en vérité. Alors, si quand vous empruntez 1000, vous devrez rembourser 1800, on est quand même dans des taux de remboursement extrêmement forts. Donc je trouve que quand on regarde dans le détail... C'est pas à la hauteur pour vous, ça, cette proposition. Il faut des aides massives, immédiates. Et vous pensez à quoi très concrètement, Alexis Corbière? Qu'est-ce que concrètement il aurait dû annoncer, François Bayrou? Il aurait dû annoncer des moyens plus importants, que l'armée vienne sur place, qu'elle vienne plus tôt. L'armée va venir sur place, oui, mais d'accord, après 3 semaines, d'accord, pour reconstruire, que des moyens plus importants de reconstruction soient faits, de dur, que des moyens plus importants humains soient envoyés sur place, qu'une aide internationale soit mobilisée, une aide internationale. Pourquoi on n'a pas les moyens en France? Non, je pense que on est en train de le démontrer. Nous n'avons pas les moyens. Je répète que dans cette île, c'est seulement avant même la catastrophe, 40% de la population qui bénéficiait de l'eau. Il y a des moyens d'urgence. Nous parlons d'un territoire français qui est extrêmement en situation difficile avant même. Alexis Corbière, est-ce qu'il faut être dans la critique un peu permanente comme vous faites? Désolé de le dire comme ça. Quand on voit que François Bayrou annonce quand même une volonté de rétablir l'électricité pour la fin janvier, une remise en état de l'eau avec l'aide de l'armée. Je m'en félicite très bien. Le déploiement de 200 antennes Starlink pour rétablir la communication d'urgence, l'envoi de policiers supplémentaires pour lutter contre les pillages, par exemple, ça va quand même dans le bon sens. Non mais très bien. Non mais tout ça, c'est pour ça que j'ai commencé la discussion en disant je prends tout ça avec une certaine modestie. Tout ça, c'est très bien. Maintenant, regardons la situation, qui est que de mon point de vue, ça arrive un peu tard, que ça pourrait être plus important, et que de toute manière, ayant en tête que, l'investissement public sur cette île était extrêmement en retard, et qu'il y a une situation... Ça, c'est pas forcément de la faute de François Bayrou. Si, c'est de la faute de François Bayrou, ou au moins d'Emmanuel Macron depuis 2017. Comme parlementaire, plusieurs fois dans les différents groupes dans lesquels j'étais, nous avons alerté sur une situation, notamment de la population qui n'a pas accès à l'eau. Et je vois que par contre, la discussion qu'on veut introduire, la discussion politicienne de l'immigration, de rendre les immigrés responsables. Justement, j'allais vous poser la question, puisque vous citiez un élu tout à l'heure. Nous avons eu le président du conseil départemental de Mayotte sur France Info. Vous le citiez, vous auriez pu aussi le citer sur ce sujet. Il fait partie de ceux qui demandent l'interdiction des bidonvilles à Mayotte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est aussi une proposition de François Bayrou. Ça me semble impossible. C'est-à-dire que si ce dont on parle, c'est dans la situation de crise humanitaire, c'est-à-dire nous sommes tous frères et sœurs en humanité, j'espère que tout le monde le comprend et est d'accord en ce 31 décembre. C'est-à-dire qu'il y a 150 000, 200 000 personnes qui sont en situation de dénuement. Est-ce que ce dont nous parlons... Lui estime même que c'est 200 000, effectivement. Très bien. Est-ce que ce dont nous parlons sérieusement, c'est d'annoncer que nous allons, dans cette situation de crise, la France expulser 200 000 personnes? C'est ça que... Parce qu'il faut être concret. C'est facile de dire, il ne faut pas reconstruire. Mais Mayotte peut continuer à vivre dans ces conditions. Il faut réfléchir, effectivement, à un développement beaucoup plus harmonieux avec l'archipel des Comores. Parce que ce dont nous parlons, c'est d'une longue histoire. Un développement plus harmonieux. Parce que c'est une longue histoire. Pourquoi nous en sommes là? Déjà, c'est une histoire. C'est une île qui a été vendue et achetée par le roi de France en 1841. Donc, il y a un fait colonial extrêmement fort. Qui a voulu appartenir à la France. Mais la manière dont le processus, y compris, a eu lieu, normalement, y compris les Nations Unies ont rappelé que ça aurait dû être le vote global d'indépendance qui ne morcelait pas l'ensemble de l'archipel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut décoloniser Mayotte? On ne peut concevoir le développement de Mayotte que dans un développement commun avec l'archipel des Comores. Il y a déjà de l'aide publique de la France. Mais c'est un département français. Certes, mais on ne peut... Parce que ce que vous appelez un migrant est quelqu'un qui habite à 50 km, qui a de la famille. C'est pas toujours ce qu'on entend quand on écoute les témoignages sur place, quand même. Ça dépend lesquels. De toute manière, ce que je suis en train de vous dire n'est pas de l'idéalisme, c'est du réalisme. On ne parle pas d'une immigration de gens qui viennent de loin. C'est un même peuple, c'est la même histoire. Les gens, ils viennent pas de l'étranger, ils viennent d'un archipel dans lequel c'est des familles communes, des langues communes, des cultures communes, des religions communes. Et les gens, ils viennent là parce qu'ils ont des cousins, des grands cousins. Vous savez qu'il y a des gens qui ont quitté Mayotte pour aller à Comores actuellement se protéger. Donc, si on a une vision, comment dirais-je, un peu métropolitaine de l'immigration, on ne comprend pas la difficulté. Donc, c'est pour ça qu'on va faire une pause. Exactement. On va continuer cet échange juste après le fil info, 9h moins le quart. Maureen Suignard. Nous sommes déjà à 40% des bidonvilles reconstruits, voire plus. C'est en effet ce qu'a affirmé sur France Info ce matin le président du conseil départemental de Mayotte, 2 semaines après le passage du cyclone Chido. Nous ne devons pas reconstruire Mayotte sur le même modèle. On attend des actions concrètes pour éradiquer ces bidonvilles, dit-il encore, alors que le Premier ministre a formulé hier sur place sa volonté d'empêcher leur reconstruction. Le chef de l'État aura peut-être un mot pour Mayotte ce soir. Emmanuel Macron prend la parole à 20h, édition
édition spéciale dès 19h30 sur France Info pour suivre ses vœux présidentiels. 5 millions de dollars, voici ce que Donald Trump devra verser à une autrice qu'il a agressée sexuellement dans les années 90. Il l'a ensuite diffamée 20 ans après. La justice vient de confirmer sa décision. Le président américain élu dénonce une affaire bidon selon ses termes. Et puis le secteur s'inquiétait après la période du Covid, mais les cinémas ont attiré beaucoup de monde cette année. Plus de 181 millions d'entrées vendues en 2024. Un très bon cru, se félicite le président du CNC par intérim, le Centre national du cinéma et de l'image animée. 1 million d'entrées de plus que l'année dernière. France Info. Le 8-30 France Info, Antoine Comte, Adrien Beck. Alexis Corbière va être toujours avec nous dans le 8-30 de France Info. Une loi d'urgence sera présentée en Conseil des ministres ce vendredi 3 janvier avec une présentation du texte visiblement au Parlement dans les 15 jours. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé François Bayrou. Pour Mayotte, l'objectif c'est de mettre en place un établissement public de reconstruction de l'île sur le modèle, ce que dit François Bayrou, de la reconstruction de Notre-Dame. Est-ce que vous voterez cette loi ? On sait que le Parti Socialiste le fera. Mais on va voir le détail de la loi. Moi, je pense que beaucoup de choses, en réalité, on est dans un état de catastrophe naturelle et même plus important encore, qui ne nécessite pas, en réalité, que ça passe par la loi, mais par décret, beaucoup de choses peuvent être mises en place. Et après, je vois bien, peut-être que j'ai l'esprit mal placé, la petite manœuvre qui consiste à dire, évidemment, que comme il y a une loi d'urgence, qu'il faut penser à nos amis mahorais, en vérité, ils ne pensent pas depuis des années. Évidemment, on n'a plus le droit de censurer le futur gouvernement. Donc je pense que l'action publique peut très bien avoir lieu sans passer par cette loi de toute manière. Et quand même... Ça peut pas être utile un établissement public. On a vu que ça a pu accélérer la reconstruction de Notre-Dame. Sur pièce. J'estime que hier, ce qui a été dit par M. Bayrou, en vérité, est extrêmement flou. Ce qui est précis, c'est le nombre de bâches qui va arriver. Très bien, je m'en félicite. Enfin, ça va pas être dans la loi. Donc il n'est pas évident que vous votiez cette loi. Vous allez voir. Et surtout, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça n'empêchera pas que si le Premier ministre, lorsqu'il prend la parole, il faudra qu'il invite à un vote de confiance et que je n'accepterai pas qu'un gouvernement se mette en place sans vote de confiance et qu'il va de soi que dans le débat budgétaire qui va suivre, si c'est le même budget qui est porté par M. Bayrou, et je crois comprendre que c'est le même budget, le même maintien de la réforme des retraites, vous avez devant vous un homme qui, comme parlementaire, appellera à censurer ce gouvernement, bien évidemment. C'était la question que j'allais vous poser, donc vous venez d'y répondre. Est-ce que, néanmoins, à propos, on parlait de la gauche au début de cette émission, est-ce que vous estimez que les prochaines échéances vont se jouer entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ? Je souhaite que ça se passe entre notre camp, celui du nouveau Front populaire, dont fait partie Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Donc Jean-Luc Mélenchon, diraient certains. Oui, mais ne ramenons pas, là encore, que les choses soient claires. Et c'est lui qui dit ça. Si Jean-Luc Mélenchon m'écoute, j'ai été un de ses amis, il est très fâché aujourd'hui après moi, très bien. J'aborde la discussion sans sectarisme ni exclusif. Jean-Luc Mélenchon est une composante de la gauche, un élément de réponse. Il doit aider à un processus d'union. C'est un homme intelligent, précisément, un homme intelligent, mais si le processus d'union, tel qu'il l'a dit il y a quelques jours, et ça me va pas, Jean-Luc, si tu m'écoutes, c'est autour de toi, derrière toi, quoi qu'il arrive, on va dans le mur. J'estime que personne n'a le droit. Il ne doit pas être le candidat, Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas exactement ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que nous devons mettre en place un processus de discussion pour arriver à un candidat commun, dans lequel Jean-Luc Mélenchon peut-être. C'est quoi un processus de discussion ? Écoutez, on est arrivé la dernière fois, lorsque le nouveau Front populaire s'est mis en place, à proposer une candidature à Matignon qui s'appelait Madame Lucie Castet, femme intelligente, compétente, qui, de mon point de vue, doit toujours rester une actrice de la période qui vient. Et pourquoi pas, si le président de la République l'avait voulu, elle pourrait être à Matignon aujourd'hui. Donc on peut, soit il y a la méthode Castet, c'est-à-dire que les partis, les formations se mettent d'accord sur un candidat, soit pourquoi pas des processus de désignation un petit peu plus démocratiques. Une primaire ? Ou des désignations militantes, des consultations. Et je veux dire, voyons, qu'est-ce que c'est qui a empêché, moi j'étais ardent opposant à la primaire à une époque où il n'y avait pas de programme commun de la gauche. Quand vous mettiez M. Manuel Valls, on voit ce qu'il est devenu, et M. Mélenchon dans une même primaire, c'est mentir aux gens, parce que M. Valls et M. Mélenchon n'avaient pas le même projet. Là, désormais, nous avons un projet commun qui s'appelle le programme du nouveau Front populaire. Donc on peut, au sein de ce programme, désigner un candidat, une candidate. Au sein de la France insoumise, il y a des gens tout à fait compétents. Même s'ils m'ont maltraité, il y a des femmes, des hommes qui pourraient être candidats. Pourquoi faut-il absolument que ce soit Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc a beaucoup de qualités, mais je répète, la stratégie doit être regroupée au premier tour l'ensemble de la gauche et des écologistes, et après élargir. Vous lui souhaitez quoi pour 2024, pour 2025 à Jean-Luc Mélenchon ? Qu'il aille bien, et qu'il aide à ce processus qui nous aide à faire mieux,
qu'il nous aide à faire mieux, qui était le sens de son message. Mais faire mieux, ça veut pas dire faire derrière moi quoi qu'il arrive. Ça veut pas dire je vais tordre le bras à tout le monde. Et ça veut pas dire danser le tango avec François Hollande, qui amène à ce que M. Hollande dit il y aura pas de candidat commun, il y aura 2 candidats, c'est bien normal. Et Jean-Luc Mélenchon dit moi je serai candidat quoi qu'il arrive. Et bien moi je pense que nous pouvons faire mieux et dire à tous ces gens qui ont beaucoup apporté mais qui sont là depuis fort longtemps, nous aident à avoir une candidature commune pour être au second tour. Et l'emporter au second tour face à Marine Le Pen. Un petit mot sur cette étude de la DRES, c'est le service statistique du ministère de la Santé, qui nous dit que les Français vivent plus longtemps en bonne santé. À 65 ans, une femme peut espérer vivre en moyenne jusqu'à 77 ans et jusqu'à 75 ans et demi chez un homme. Ce sont des chiffres qui sont supérieurs à la moyenne européenne. C'est une bonne nouvelle. Oui, mais la réforme des retraites va faire baisser, j'en suis persuadé, cette situation. Parce que ce qui use, c'est le travail. Et je demande à voir. Mais ça ne va pas précisément en brèche l'idée qu'il faut partir plus tôt à la retraite. De fait, on est mieux que la moyenne européenne. Mais cette idée incroyable qui vise à enchaîner chaque être humain à son outil de production, qui dit que comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Non, mais l'un des arguments des opposants, c'est de dire on vit plus longtemps, mais pas en bonne santé. Je vais vous dire, la preuve du contraire. Vous me mettez des chiffres sous le nez, si vous voulez, on me réinvite et on va aller travailler. C'est que mais je les crois, mais selon les milieux sociaux, la situation est complètement différente. Et je suis persuadé que l'espérance, la durée de vie d'un cadre est totalement différente de celle d'un ouvrier. Vous savez quoi ? J'ai rien contre les cadres, mais ma préférence va d'abord aux ouvriers employés, ceux qui souffrent au travail. Et si effectivement il y a une catégorie sociale, et je m'en félicite, qui vit plus longtemps, ce que je sais, c'est qu'il y a notamment ceux qui travaillent dur sont cassés plus tôt. Et moi j'ai aussi les milieux populaires au cœur. Et je leur souhaite à tous un bon réveillon et une belle année 2025 de victoire, de conquête et de démocratie et de 6e République. Et bonne fin d'année à vous. Merci Alexis Corbière, député du groupe écologiste de Seine-Saint-Denis, d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Et fondateur de l'après. C'est dit.